Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Cette semaine, il sera question de colère avec un S, de recomposition politique et de liberté de la presse, entre autres choses. On passe tout de suite à la rubrique Vie de l'Union. International. L'Union se met d'accord sur la solution à deux États. Le conflit israélo-palestinien est toujours en cours, avec l'intervention israélienne dans la bande de Gaza qui fait toujours rage. Le 22 janvier, les ministres des Affaires étrangères des 27 se sont entendus sur une solution diplomatique à deux États. Mais ils ont échoué à trouver un compromis sur le cessez-le-feu. Pour Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité commune, il faut que les bombardements cessent de manière urgente dans la bande de Gaza, que les otages soient libérés et qu'on laisse tous les acteurs compétents gérer la crise humanitaire. Lors de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères d'Israël, d'Arabie saoudite, d'Égypte, de la Jordanie et de l'autorité palestinienne étaient invités à rencontrer les 27 séparément. Le ministre des Affaires étrangères israélien Israël Katz a indiqué que les États-Unis étaient son seul allié, pour dire qu'Israël n'écoutera que les États-Unis, une façon de rejeter la position des 27. Médias. Vers un nouveau texte pour encadrer les influenceurs? La présidence belge en a fait un des enjeux de son semestre. Mais la Commission, par le biais de son service des consommateurs, essaye de voir si le droit européen couvre l'influence. Quoi qu'il en soit, la Commission européenne va lancer des consultations sur le marketing d'influence et les pratiques frauduleuses. Mais il semble que des textes touchent déjà à l'influence, comme le règlement sur l'équité numérique. La Belgique a rendu ses conclusions et cela pourrait bien déboucher sur un texte législatif si ces conclusions sont acceptées par les ministres nationaux de la culture. Le Conseil de l'Union européenne indique que la directive Services des médias audiovisuels, le règlement sur la modération des contenus, le fameux Digital Service Act, et la directive sur les pratiques commerciales déloyales sont autant de textes qui couvrent les réseaux sociaux. Le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, l'ERGA, dont l'ARCOM est membre, dit qu'il n'est pas nécessaire d'adopter un cadre juridique européen supplémentaire, mais que c'est plutôt aux législateurs nationaux de le faire par le biais d'octroi de pouvoirs supplémentaires aux régulateurs nationaux. L'innovation que la Belgique pourrait apporter serait qu'Europe Créative, qui finance les projets culturels, et Horizon Europe, qui finance les projets de recherche, puissent à terme soutenir des formations sur des compétences cognitives et éthiques auprès des influenceurs. Espace, l'UE bientôt à nouveau indépendante dans sa politique spatiale. Le mardi 23 janvier se réunissait la 16e conférence spatiale à Bruxelles, rassemblant responsables politiques et industriels. Elle a débouché sur l'annonce d'une fenêtre de tir entre le 15 juin et le 31 juillet. L'arrêt d'Ariane 5 en 2019, suivi des retards de livraison d'Ariane 6 prévus pour 2020, mais retardés par les mesures sanitaires imposées par le Covid, a totalement bousculé la chaîne d'approvisionnement et rendait impossible l'envoi de satellites européens par un lanceur européen. Entre-temps, l'Europe devait compter sur SpaceX ou sur l'Inde pour pouvoir mettre ses satellites sur orbite, ce qui posait de réels problèmes d'indépendance, surtout après le début de la guerre en Ukraine et les sanctions envers la Russie qui ont rompu le partenariat avec Soyouz. Mais surtout, retrouver un lanceur permettra de ne pas prendre le risque d'avoir des interférences sur des projets stratégiques comme Galileo, Copernicus ou encore Iris 2. Agriculture, le dialogue stratégique trop peu, trop tard? La Commission européenne a lancé mercredi 24 janvier le dialogue avec les agriculteurs en compagnie des députés européens. L'objectif est de trouver un dénominateur commun. Les ministres de l'Agriculture s'inquiètent du timing, étant donné que de nombreux pays en Europe manifestent leur mécontentement. Le commissaire en charge du dialogue pour la Commission n'est autre que le Slovaque Maroš Šefčovič, le vice-président de la Commission en charge du Green Deal. Le dialogue sera organisé en 4 groupes de travail. La croissance économique,
la durabilité, l'innovation et la manière de couvrir ensemble la chaîne de valeur. Les discussions auront lieu tous les 4 à 6 semaines selon les résultats, avec pour objectif de présenter en septembre, juste avant l'intronisation de la prochaine Commission européenne, un plan pour réformer l'agriculture européenne. Cependant, les États membres ont besoin de réponses rapides aux différentes crises. Le mécontentement face aux réglementations environnementales, la crise de l'énergie ajoutée à l'inflation générale qui met en très grande difficulté les agriculteurs, mais aussi la disparité des normes, des produits, notamment ceux importés, dont les agriculteurs se plaignent car ces produits feraient de la concurrence déloyale aux producteurs européens, dénonçant par ailleurs l'accord commercial avec l'Ukraine. Le ministre de l'Agriculture roumain Florin Barbu demande la démission du commissaire à l'agriculture Janusz Wojciechowski si les demandes des agriculteurs ne sont pas satisfaites. Maritime, vers une régulation des participations étrangères dans les ports européens ? Le Parlement européen a adopté une résolution, un texte sans pouvoir contraignant, sur la construction d'une stratégie maritime européenne. C'est la Chine qui est particulièrement dans le collimateur. Le Parlement européen appelle à limiter les investissements étrangers. Entre 2004 et 2021, la Chine a procédé à l'acquisition de 24 ports européens. L'exemple qui a fait le plus parler, c'est le port du Pirée à Athènes, qui avait été vendu alors que la Grèce tentait de se sortir de la crise de la dette. Le port du Pirée est la porte d'entrée des marchandises qui transitent par le canal de Suez. C'est l'entreprise d'État chinoise COSCO qui avait récupéré la concession de 2 des 3 terminaux. Puis l'autorité portuaire a été cédée à 67% à COSCO. Les investissements opérés ont permis au port du Pirée de passer de 2 millions de conteneurs à 5 millions par an. La stratégie maritime de la Chine a été élaborée pour liquider ses surplus de production. La Chine est le principal partenaire commercial européen, avec 16% des échanges, ce qui représente 10% du trafic des conteneurs européens. Cependant, le think tank du Parlement européen pointe le fait que la Chine maîtrise sa chaîne d'approvisionnement de A à Z, ce qui facilite l'écoulement de ses produits. Aussi, ces multiples acquisitions ou participations à l'actionnariat des ports européens posent la question de la sécurité européenne. Si demain la Chine venait à prendre des mesures de rétorsion à l'égard de l'Union européenne, elle pourrait gravement menacer le commerce européen. Le fait que ces acquisitions ou participations soient toutes proches de bases militaires de l'OTAN pose aussi des questions quant à la cybersécurité. Le Parlement européen s'inquiète de la potentielle militarisation d'infrastructures civiles. Immigration. Un accord avec la Tunisie décrié. L'UE et la Tunisie se sont entendus sur un protocole d'accord en juillet 2023. Ce protocole d'accord inclut le Civipol, opérateur de coopération technique internationale du ministère de l'Intérieur français, en charge de la formation de ses confrères internationaux, de la police fédérale allemande, du ministère de l'Intérieur italien et du Centre international pour le développement des politiques migratoires, l'ICMPD. La Tunisie construit un centre de coordination de sauvetage en mer avec le soutien de l'Union européenne et des partenaires de développement. Ce sera le premier point de contact en cas d'incident dans les eaux internationales. La police fédérale allemande et l'ICMPD mettent en œuvre un projet de 13,5 millions d'euros pour soutenir les gardes-côtes tunisiens, une formation qui est prévue pour la période 2023-2026. L'Union européenne, elle, va investir 5 millions d'euros destinés à améliorer les équipements informatiques et de communication du centre de coordination. De nombreuses ONG alertent sur les conditions de vie des migrants subsahariens en Tunisie, dont les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés. Écologie. Des ONG attaquent la Commission pour la prolongation de l'autorisation du glyphosate. 11 ONG environnementales, dont 5 françaises, demandent un réexamen interne de la part de la Commission européenne concernant l'extension de l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Si ce réexamen s'avère insatisfaisant pour les ONG, elles plaideront le recours en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne. Elles considèrent que l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA,
et l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, n'ont pas pris en compte les dernières études qui démontrent que le glyphosate est génotoxique. La Commission européenne va réexaminer l'extension de l'autorisation. Elle a 16 semaines pour le faire, pouvant prolonger le réexamen jusqu'à 22 semaines. Une fois la réponse donnée, les ONG auront 2 mois et 10 jours pour poser le recours en annulation. Dans le meilleur des cas, l'autorisation restera en vigueur pendant encore 1 an et demi. Élections européennes. Charles Michel jette l'éponge, Manon Aubry rempile. Sa candidature ayant provoqué un tollé et récoltant de très nombreuses critiques, le président du Conseil européen préfère renoncer à la course aux européennes de juin prochain. Il sera donc bien en place jusqu'au mois de novembre, date de l'intronisation du nouveau président ou de la nouvelle présidente du Conseil européen. En France, c'est Manon Aubry qui a officialisé sa candidature en tant que tête de liste de la France insoumise. Favorable à une liste d'union de la gauche, elle regrette que les partis de gauche français partent en ordre dispersé pour cette course aux européennes. Elle laisse la porte ouverte à ceux qui voudraient joindre leurs forces. Passons désormais au Club des 27. Allemagne, vers une recomposition politique des extrêmes. 12 jours après la création du Bündnis Sarah Wagenknecht, l'alliance Sarah Wagenknecht, du nom de l'ancienne présidente du groupe parlementaire Die Linke au Bundestag, pour créer un parti de gauche résolument pro-industriel, anti-soutien à l'Ukraine et anti-immigré, c'est au tour de Werte Union, l'Union des valeurs, de se séparer de l'Union chrétienne-démocrate, la CDU. Werte Union était un club informel au sein de la CDU depuis 2017 qui reprochait à Angela Merkel de mener des politiques trop à gauche, notamment depuis la crise des réfugiés en 2015. Il est soutenu par une partie de l'Union chrétienne sociale, la CSU, alliée de la CDU en Bavière. Hans-Georg Maaßen, ancien membre de la CDU, en est le président. Il y a adhéré en 2019. Il était auparavant à la tête du renseignement intérieur, mais il a été limogé car il ne considérait pas l'incident de Chemnitz, où l'extrême droite néo-nazie allemande s'était réunie pour chasser des étrangers, n'était pas une chasse à l'homme raciste. Il a par ailleurs eu des positions anti-vaccins et anti-soutien à l'Ukraine. Ces multiples positions dissidentes lui ont valu une procédure d'exclusion de la CDU début 2023. L'Union des valeurs revendique 4000 adhérents qui pourraient à leur tour être exclus de la CDU. Présent dans les 3 Länder de Saxe, de Thuringe et de Brandebourg, 3 régions de l'ex-RDA où l'AfD caracole en tête des sondages, la Werte Union ne s'interdit de parler avec personne et donc de s'allier avec l'extrême droite, le cas échéant. Dans l'enquête de corrective qui révélait une rencontre entre néo-nazis et l'AfD à Potsdam en novembre dernier, on apprend que 2 membres de la Werte Union y assistaient. Pologne. RSF soutient la réforme des médias, mais reste exigeant. Reporters sans frontières approuve les changements apportés par la nouvelle coalition gouvernementale en Pologne concernant les médias publics. Mais elle demande en contrepartie que le pays revoie totalement ses procédures de nomination, qu'elle trouve actuellement opaques et trop dépendantes du pouvoir politique. Pour RSF, le fait que la TVP, chaîne de télévision publique polonaise, était plus l'organe de propagande de l'ancien gouvernement PIS plutôt qu'une réelle chaîne de service public, rendait de facto la liquidation commerciale de la chaîne et le changement de direction nécessaires. Désormais, il faut rendre plus transparents et prévisibles les changements des exécutifs des médias publics. Le Conseil national de la radiodiffusion est le régulateur national des médias, mais sous le gouvernement PIS, il avait été complètement court-circuité par la création du Conseil national des médias, constitué essentiellement de proches du PIS. RSF préconise la dissolution du Conseil national des médias et le rétablissement des pouvoirs du Conseil national de radiodiffusion, avec plus d'indépendance et plus de transparence, tout en intégrant la société civile et des experts dans le processus décisionnel du Conseil et dans le choix des exécutifs des médias publics. La Commission européenne, par la voix de son commissaire à la justice
Didier Reynders, se dit ravi du rétablissement de l'état de droit en Pologne. Reste que le tribunal constitutionnel polonais juge ces changements illégaux. Mais ce même tribunal est pointé du doigt par la Cour de justice de l'Union européenne pour son manque d'impartialité. Pologne encore, l'avortement, une promesse de campagne qui divise la coalition. C'était une promesse de plusieurs partis d'opposition que de libéraliser le droit à l'avortement. Mais la Pologne reste un pays très catholique et il reste très difficile de rallier sur des questions pouvant bousculer l'éthique religieuse. Le parti La Gauche a fait la proposition de légaliser l'avortement jusqu'à 12 semaines. Ce projet de loi, le plus libéral sur le sujet, a été présenté en novembre. Le 25 janvier, c'est la coalition civique, le chaos de Donald Tusk, qui présente son texte. Il s'aligne sur les 12 semaines. Mais il faudra aussi ferrailler avec sa base, traditionnellement démocrate chrétienne. Du côté de ses alliés, il y a le parti Troisième Voie, qui rassemble des petits partis du centre. D'abord, Poland 2050, considéré comme verts libéraux, dont le président Szymon Hołownia, ancien présentateur télé, mais surtout activiste catholique, pourrait s'y opposer, mais aussi le Parti des paysans polonais, le PSL, traditionnellement plus conservateur sur les questions sociales. Les deux partis de Troisième Voie ne se disent pas opposés à la libéralisation, mais ne veulent pas être trop permissifs. Troisième Voie se dit favorable à un référendum, sachant que nombre de leurs députés ne sont pas favorables à la libéralisation de l'avortement. La bataille législative sur la libéralisation sera certainement l'une des premières épreuves législatives pour la nouvelle coalition gouvernementale. Pologne toujours, le président Duda gracie les deux ex-députés du PiS. Mariusz Kaminski et Maciej Wąsik ont tous les deux été graciés par Andrzej Duda, le président de la République, le mardi 23 janvier. Pour rappel, Mariusz Kaminski a été condamné pour avoir mené une enquête illégale alors qu'il était le chef du bureau central anticorruption en 2007. Ils avaient été arrêtés au palais présidentiel le 9 janvier dernier, après que la Cour ait délivré un mandat d'arrêt. Le président Duda les avait graciés en 2015, mais cette grâce avait été invalidée car le jugement en appel n'avait pas été rendu, et la grâce avait été légitimement invalidée par le tribunal constitutionnel. Grèce, le vilain petit canard européen de la liberté de la presse? En avril 2022, Thanassis Koukakis, journaliste spécialisé dans la finance, découvre que son portable est piraté par le logiciel espion Predator qui enregistre ses messages et ses appels. Des opposants politiques, des journalistes, des entrepreneurs, des chefs de l'armée sont mis sur écoute. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a placé les services secrets sous son contrôle après son élection en 2019. Plus de 15 000 téléphones ont été mis sur écoute en 2023, soit une augmentation de 30% par rapport à 2019, ce qui est considérable. En août 2022, des journalistes d'investigation révèlent que Grigoris Dimitriadis, chef de cabinet du Premier ministre et accessoirement son neveu, avait des liens avec Intelexa, l'entreprise qui commercialise Predator en Grèce. Il est donc limogé avec le chef des services secrets. Il contre-attaque en portant plainte contre ces journalistes. Une plainte qualifiée de procédure bâillon par plusieurs associations de journalistes, dont Reporters sans frontières. D'ailleurs, dans le dernier classement de la liberté de la presse de RSF, la Grèce est à la 107e position, le dernier des États membres de l'UE, alors qu'elle était 70e en 2020. Ce classement fait suite aux surveillances des journalistes, les procès à leur encontre, mais aussi le meurtre non élucidé du journaliste Georgios Karaïvats, qui enquêtait sur le parti au pouvoir, Nouvelle Démocratie, suspecté d'avoir couvert le directeur du Théâtre national, accusé d'abus sexuels sur mineurs. La commission d'enquête du Parlement européen sur les logiciels espions, mise en place après le scandale Pegasus,
a demandé au gouvernement grec d'enquêter de manière urgente et approfondie sur le scandale des écoutes illégales. La Grèce est attendue au tournant. Lettonie, le pays ne veut plus assumer l'importation des céréales russes. Même si la Russie est sous sanctions européennes, ce n'est pas le cas de ces céréales, qui continuent d'inonder le marché européen. La Commission explique ce non-embargo par la volonté de ne pas nuire à la population russe. La Russie reste l'un des plus grands pays exportateurs mondiaux de céréales. La Lettonie, par sa frontière commune avec la Russie, est un passage obligatoire pour l'entrée des céréales russes sur le marché européen. La Lettonie dispose d'importantes capacités de stockage de grains et de bonnes infrastructures portuaires. Mais dans le même temps, les pays baltes sont des soutiens inconditionnels de l'Ukraine et servent de plaque tournante des céréales ukrainiennes. Et depuis le début de la guerre, les importations russes ont explosé. Alors que les céréales russes représentaient 102 000 tonnes et les oléagineux 80 000 tonnes en 2022, ils représentent respectivement 360 000 tonnes et 370 000 tonnes en 2023. Le ministre de l'Agriculture letton, Armands Krause, pointe du doigt les importations de céréales russes, considérant qu'elles sont bon marché et font une concurrence déloyale aux céréales européennes. Il demande que l'embargo appliqué par la Russie sur les produits alimentaires européens, qui répondait aux sanctions européennes suite à l'annexion de la Crimée et l'invasion du Donbass en 2014, soit réciproque. Le premier client de la Russie pour les céréales en Europe est l'Italie. Le deuxième est la Lettonie. Il demande par ailleurs de protéger les agriculteurs européens et de trouver une solution de long terme pour l'Ukraine. Lutte contre la drogue. Les 27 veulent renforcer la sécurité des ports commerciaux. La Commission européenne, conjointement avec la présidence belge du Conseil, a réuni les ministres de l'Intérieur des 27 à Anvers pour créer une alliance portuaire pour agir face aux menaces posées par les narcotrafiquants. L'objectif est de mobiliser les douanes pour améliorer l'évaluation des risques et des contrôles ciblés, de mieux coordonner les enquêtes de police et d'établir un partenariat entre police et acteurs portuaires. Tous les acteurs institutionnels devront être réunis. Les États membres, les autorités locales, la police avec les douanes, les agences compétentes de l'UE, les autorités portuaires et les entreprises privées. La réunion de tous ces acteurs devrait fluidifier l'échange d'informations. Ces coopérations renforcées entre autorités publiques et entreprises privées au niveau local existent déjà à Rotterdam, Anvers et Hambourg. Face à la réorganisation des contrôles et de la répression, les trafiquants se tournent vers des ports de moindre capacité, comme Helsingborg en Suède, Bruges en Belgique ou encore Le Havre. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Bosnie. Ursula von der Leyen encourage le pays à s'engager sur la voie de l'adhésion. Le mardi 23 janvier, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, réservé quant à une potentielle adhésion de la Bosnie-Herzégovine, a atterri à Sarajevo. Le Premier ministre croate Andrej Plenković et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'ont rejoint dans l'après-midi. Ils ont rencontré Borjana Krišto, présidente du Conseil des ministres. La Bosnie a reçu le statut de pays candidat à l'Union européenne en 2022, suivi d'un avis favorable de la Commission européenne en décembre 2023. La Bosnie doit attendre mars pour engager les pourparlers avec l'Union. Ce qui pourrait freiner la procédure, c'est la complexité du système bosnien où les différentes communautés doivent aboutir à un compromis. Les velléités de la Republika Srpska pourraient faire échouer la Bosnie dans son entreprise. Aussi, le pays fait l'objet de nombreuses convoitises. La Russie essayant de se rapprocher des Serbes orthodoxes du pays, la Turquie, l'Arabie saoudite ou l'Iran qui cherchent à agrandir leur influence auprès des musulmans des Balkans, ou encore la Chine dont l'appétit commercial et diplomatique est déjà important dans la région. Moldavie. Nicu Popescu, ministre des Affaires étrangères, démissionne. Il a annoncé sa démission le 24 janvier,
pour faire une pause. Il est l'architecte des procédures de candidature de la Moldavie à l'adhésion à l'Union européenne, récompensée par l'ouverture des négociations. Il conserve son soutien à la présidente, Maia Sandu, qui devrait vraisemblablement se lancer dans la course à sa propre succession en fin d'année. Pour rappel, c'est le 23 juin 2022 que la Moldavie a été officiellement reconnue candidate à l'adhésion dans l'UE, et c'est en décembre 2023 que la Moldavie s'est vue accorder l'ouverture des négociations d'adhésion. Il est remplacé par Mihai Popsoi, 36 ans, ancien vice-président du Parlement, lui-même du parti Action et Solidarité, comme Popescu. La gestion des affaires européennes sera confiée à la secrétaire d'État Kristina Gerasimov. Russie, une nouvelle loi pour sanctionner les opposants à la guerre exilés. Le mercredi 24 janvier, la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a adopté une loi permettant de confisquer les biens des personnes critiquant la guerre en Ukraine et les opposants politiques plus généralement. Cette loi couvre 30 délits et crimes. La discréditation ou la désinformation sur l'armée, l'appel au séparatisme, l'appel à l'extrémisme, l'appel à une action menaçant la sécurité de l'État, la réhabilitation du nazisme, la désertion, le sabotage, la contrebande ou encore la trahison. La confiscation des biens sera ordonnée quand les crimes seront motivés par la haine politique, sociale ou ethnique ou répondant à des motivations vénales. Ces confiscations pourront plus largement frapper les proches ou la famille de la personne concernée. Tout est fait pour décourager le plus possible les opposants. C'est aussi une menace directe pour les opposants à l'étranger, qui pourraient limiter leurs paroles par crainte des répercussions sur leurs proches. Les ambassades russes font déjà beaucoup d'obstructions administratives pour les exilés d'après le début de la guerre en Ukraine, étiquetés comme déserteurs. Le ministère des Affaires étrangères russe menace par ailleurs de ne pas ouvrir de bureaux de vote dans des consulats ou ambassades de 49 pays qu'elle considère comme inamicaux. L'élection présidentielle du mois de mars ne fait vraiment pas de doute sur la victoire écrasante de Vladimir Poutine, qui verrouille les médias, empêche l'opposition de se présenter et fait pression contre les ONG d'observation du vote en Russie. En 2018, il avait gagné dès le premier tour, avec 76,7% des voix et plus de 70% de participation. Une élection critiquée par la mission d'observation de l'OSCE, qui a dénoncé des irrégularités procédurales. Vladimir Poutine devrait vraisemblablement se retrouver face à des opposants de paille, pas vraiment en désaccord avec lui, ou alors à la marge. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour la première semaine de février. À bientôt sur Europe Hebdo.